Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. Du 30 au 12 décembre dernier s'est tenue à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la 28e conférence des parties sur les changements climatiques, une messe climatique à laquelle on prépare plusieurs organisations de la société civile. De retour de la COP, nous faisons le point des retombées, une volonté bien sûr du projet Benkadi qui a voulu quand même qu'on puisse voir, faire bien sûr le bilan, un petit bilan des retombées de cette rencontre climatique. Et puis, je rappelle que Benkadi aussi était fortement représenté à ce rendez-vous climatique. La restitution de la COP 28, enjeux et perspectives pour le Bénin et le groupe africain. Pour en parler avec moi, plusieurs invités. Le premier nom, Maxime Djondo. Bonjour. Bonjour, William. Vous êtes expert changement climatique au niveau du projet Benkadi, c'est bien cela. Exactement. Merci d'être là. À vos côtés, Ilano Apollinaire Oussoulio, il est le président du conseil d'administration de GRAP ONG, c'est bien ça. Merci, William. Et vous étiez à la COP en tant que représentant des peuples autochtones. Absolument. Merci. Et puis en face de vous, quelqu'un qu'on ne présente plus, Ernest Komla Pedro. Bonjour. Bonjour, mon cher. Vous êtes ingénieur, docteur Pedro, c'est bien cela, agro-socio-économiste. Et vous êtes le secrétaire permanent du PACIB, de la PACIB, c'est bien ça. Oui, oui. Merci. Plateforme des acteurs de la société civile au Bénin. Ok. Gouvernance économique et politique. Merci beaucoup d'être des nôtres pour cette discussion. Alors, d'abord, on ira à la régie. On va suivre cet élément qui nous présente un petit bilan de cette COP 28, cette réalisation de nos collègues de TV5. Puisqu'il n'y a pas d'objection, c'est acté. 7h15 mercredi matin, d'un rapide coup de maillet, l'accord est adopté et ovationné. Après une nuit blanche, les délégations du monde entier rassemblées à la 28e conférence des parties sur le climat, ou COP28, se sont entendues sur une transition hors des énergies fossiles, mais pas clairement sur une sortie. Le point fut très difficile dans les négociations. Nous avons été confrontés à des réalités et nous avons mis le monde sur le bon chemin. Nous lui avons donné un plan d'action solide pour maintenir l'objectif de 1,5 degré à portée de main. Les pays producteurs comme les pays du Golfe Persique ou la Chine ont freiné. Mais finalement, le texte mentionne cette transition et cela reste un progrès. Pour la première fois, le tabou est tombé. Il est toujours très difficile d'être satisfait du résultat d'un compromis, mais je reconnais que c'est la première fois qu'on emploie cette expression de transition hors des énergies fossiles dans une décision qui touche au climat. Certains scientifiques sont plus mitigés. Et vous imaginez qu'il a fallu environ 6 rapports GIEC pour que l'humanité prenne le courage à travers cette organisation de la COP, que nous puissions finalement reconnaître que oui, les énergies fossiles sont les causes des changements climatiques anthropiques, sinon des changements climatiques actuels. Et donc, c'est un début. Comment se fera cette transition-là? Et je rappelle aussi en tant que chercheur africain, c'est que lorsqu'on regarde la répartition des émissions globales des gaz à effet de serre à travers le monde, le continent africain ne participe qu'à moins de 4% des émissions globales. Il faudrait qu'au moment plutôt de la mise en œuvre, de la mise en place, que l'on puisse avoir une certaine justice pour ne pas pénaliser davantage ces pays africains qui déjà souffrent des conséquences des changements climatiques actuels. Maintenant se pose la question des fonds d'adaptation, ces sommes d'argent que les pays riches et pollueurs doivent donner aux pauvres pour financer leur transition. Les sommes annoncées sont faibles ou encore hypothétiques. Il faudra attendre encore pour avoir des engagements précis des bailleurs de fonds. Retour plateau, on a parlé d'une transition hors énergie fossile, M. Pedro Komla. Est-ce que vous y croyez vraiment par rapport aux retombées de cette COP28? Oui, merci monsieur le journaliste. Je vous remercie pour avoir organisé ce plateau de restitution. C'est très bien. Et la PACIB étant, disons, sur les enjeux donc, de la redevabilité, et ça fait partie également donc, des comptes rendus. Alors, pour répondre ça n'a pas été facile. Nous avions mis beaucoup de pression
sur disons, les donateurs et également les partenaires qui refusaient. Donc les États, je vais dire certains États qui refusaient. Donc c'est déjà une avancée positive. Mais avant, dans les tests, il n'a pas voulu même qu'on n'en parle pas du tout. Mais pour cette COP, nous avons veillé, on a mis la pression nécessaire pour que ça soit inscrit et débattu. Et le grand résultat, dans les conclusions, les gens ont mis. Donc c'est déjà une grande ouverture. Le reste, nous allons continuer. Et je voudrais féliciter les négociateurs donc, du Sud, qui n'ont pas du tout fléchi. C'est vrai qu'on nous calait leur agenda et ils utilisaient mal donc, le temps. Ils pensaient que bon, les négociateurs donc, du Sud vont démériter. Certainement, ils seront un peu fatigués. Ils seront un peu fatigués. Ils ne pourront pas tenir le coup. Le coup, voilà, jusqu'au bout. Donc, c'est ça qui a fait que vous allez constater que c'est franchement après les 15 jours pratiquement qu'on dit, bon, il faut de rallonge. C'est dans ces foulées-là, ils pensaient que nous, on va se décourager. On a dit, même s'il faut changer le billet pour rester encore, on va le faire. Et c'est ça qui a mis la pression sur eux. Ils ont pu inscrire ça là. Donc, au demeurant, nous devons rester dans un état de veille permanent pour suivre comme sur le feu, parce que c'est le vrai déterminant. Tout à fait. Tant qu'on ne règle pas ça là, ce serait alors de folklore donc, que nous faisons chaque année. Okay. Donc voilà, notre point de vue, commentaire à chaud. Par rapport à ces retombées de la COP28. Alors, je reviens à vous, M. Basma Diondo. Vous êtes l'expert changement climatique du projet Benkadi. Bien sûr, cette émission a été voulue par ce projet. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que les résolutions qui sont sorties de cette COP seront suivies à la lettre? Est-ce que vraiment vous pensez qu'on parle d'une transition hors énergie fossile? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce que nous, pays africains, on n'a pas encore atteint le développement qu'on aurait voulu. Ces pays développés, si on atteint ce développement grâce aux énergies fossiles, est-ce que nous, on va laisser maintenant, même eux aussi, est-ce qu'ils sont prêts même à laisser ces pays développés? Non, d'emblée, ça ne pourra pas être suivi à la lettre puisque ce n'est pas contraignant. À la sortie de Dubaï, on n'a pas eu de calendrier. Pas de feuille de route. Ni d'objectifs chiffrés pour dire qu'en mai, comme je le dis toujours, c'est déjà bon que le test ait parlé de transition. Vous savez, le 11, le premier draft qui était sorti, dans lequel on était, le draft avait dit un arrêt d'exploitation des énergies. Avait dit un arrêt? Un arrêt. Le Nigeria, avec les pays producteurs, dit, mais que voulez-vous? Le PEP? Soyons réalistes aussi. Si nous coupons cette vanne au Nigeria aujourd'hui, qu'adviendra-t-il du pays? Le ministre nigérien a été clair avec nous. Oui, je suis votre collègue du Bénin et tout ça, puisqu'on faisait du bruit. Mais il dit, écoutez, soyons réalistes. Et il y a une chose importante qu'il a dite. Il dit que vous le vouliez ou pas, la ressource n'est pas élastique. Ça doit finir un jour. Si ça doit finir. Mais pendant ce temps, la pollution, le CO2 est tué dans l'oxygène. Et puis il fera davantage plus chaud. Et la terre sera invivable. On serait rentré encore sans un accord. Donc, c'est de négociation en négociation qu'ils ont accepté le thème phasing out. C'est-à-dire, progressivement, nous allons sortir des énergies fossiles. Donc, c'est pourquoi il dit, c'est déjà bien qu'on ait pensé, parce que si on le pense, ça voudrait dire qu'on va y arriver un jour. Et que le test ait pu oser mentionner sortir des énergies fossiles, c'est déjà un grand pas. Comme vous le dites, malheureusement, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de contraintes. Donc, quand est-ce qu'on veut y arriver? Est-ce que déjà, c'est pas déjà un début? Parce que depuis 30 ans, jamais on a dit dans une résolution de la COP qu'on veut sortir des énergies fossiles. On l'a toujours voulu, mais l'OPEP et d'autres pays producteurs du ont pétrole toujours bloqué. Si vous le mettez, nous sortons de la salle. Mais cette fois-ci, ça a été mis parce que les négociations ont déjà commencé bien à l'avant. C'est pas pour rien que c'est les Émirats Arabes Unis qui ont conduit cette COP. Il est producteur. C'est vrai qu'on dit que le président de la COP a une position mitigée parce que lui-même
c'est un ministre du pétrole. Ouais. Mais, je dis, mais les Émirats Arabes Unis mènent de grands projets d'énergie renouvelable. Donc, on a dit, nous sortirons des énergies fossiles pendant que nous multiplions les énergies renouvelables. Donc, ça a une certaine logique. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Mais comme l'a dit Pedro, nous, de la société civile, on mettra la pression pour jusqu'à voir. ce que cela soit une réalité. Parce que 2025 à Brésil, il faut faire le point des CDN contribution pour voir est-ce que cela pourrait vraiment contribuer à faire évoluer les choses. Donc, c'est déjà un pas, mais n'attendons pas de sortie des énergies fossiles tout de suite, parce que comme vous le dites si bien, les pays africains en ont besoin. Bon, dites-vous bien, on ne va pas trouver le pétrole au Bénin maintenant et dit qu'on ne va pas l'exploiter. On va pas je suis d'accord qu'on ne l'exploite pas si on trouve les moyens tout de suite de faire plutôt la promotion des énergies renouvelables. On n'est pas, au fait, on est réaliste en tant qu'Africains. On veut l'arrêt des énergies fossiles, c'est normal, parce que nous avons d'autres alternatives. Le Ghana vient de construire son premier centrale nucléaire. Donc c'est possible. Qu'on puisse sortir. Qu'on puisse sortir. Tout à fait. C'est possible. Ouais. Mais il faut la volonté et il faut la ressource. Et c'est là le problème. Monsieur Apollinaire Ossoulio, vous aussi, vous partagez cette inquiétude qu'on ne pourrait pas sortir de sitôt des énergies fossiles, ou vous dites si la société civile tient dur, qu'on pourrait vraiment atteindre cet objectif, pourquoi pas d'ici 2025, peut-être que je rêve en disant 2025, 2030 j'allais dire. Merci William, je pense que même si on n'a pas ça en idée, la nature va nous y contraindre. Parce que c'est vrai, les ressources ne sont pas inépuisables, ce n'est pas élastique. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça serait difficile pour eux, certes. Mais nous devons trouver des alternatives, sinon ça serait encore des COP sur des COP. Et on a eu beaucoup de promesses en Égypte. Voilà encore quelque chose qui est dit. Ce qui est dit, c'est un premier pas. Il faut que ce soit quelque part. Et là, c'est la responsabilité de la société civile de continuer de lobbying et aussi de faire de plaidoyer pour que nous puissions quand même commencer par faire des petits pas. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai rêvé à Dubaï. Je voyais comment était l'énergie était utilisée. Et je me disais, si vous dites à ces gens-là d'arrêter du coup, même mon frère Jondo ne pourrait pas monter avec 35, 45 jusqu'à 100 niveaux, où je me disais, est-ce que le bon Dieu n'a pas choisi son camp en restant ici? Et là, maintenant, je dis, et on a mis, en tant que peuple autochtone, nous, on était restés dans des fermes pour aller là-bas. On s'est dit, et si un jour, au niveau de la terre, il n'y a plus de ces énergies fossiles? Parce que presque tous les bâtiments étaient climatisés. Comment? Et cette climatisation... Si c'est climatisé, c'est facile de dire, il y a les ascenseurs, l'escalator, pour aller dans les centres... Au 120e. Au 120e, et puis quelqu'un m'a dit, si tu as compté, il dit, je ne veux plus compter, parce que là, j'aurai de vertige. Donc, ce qu'on va se dire, nous-mêmes, là, si les autres commencent par faire une transition pour l'arrêt, il faut que, parce que le problème, on est devenu des consommateurs anacéphaliques et on attend, quand les autres vont prendre la décision maintenant d'arrêter, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à se chercher. Ça veut dire que nous faisons de lobby, de plaidoyer, mais nous devons réfléchir. Tout à fait. Qu'est-ce que nous avons anticipé? Et nous avons l'Afrique, le Bénin, nous avons encore la chance d'anticiper, de retrouver dans nos ressources et dans nos connaissances, qu'est-ce qu'on peut pour trouver en accord avec les chercheurs qui trouvent, je reprends, des chercheurs qui trouvent et non des chercheurs qui cherchent, pour que les résultats de la recherche au niveau national puissent servir à faire un développement sans énergie fossile. Pour le moment, on fera une transition et je suis d'accord, parce que si on dit on coupe le tout, vous savez, quand on a fermé un peu la vanne de Payol vers nous, qu'est-ce qui s'est passé pour le pauvre paysan qui est dans le village de Féouté? Quelque part dans un coin d'Avrancourt. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, aujourd'hui, nous devons réfléchir. Moi, je dis,
Ce qu'il y a de plus juste sur cette terre, c'est la nature. On ne plante pas de maïs pour récolter de l'haricot. Jamais, c'est toujours la du maïs. nature, à un niveau, va dicter sa loi. Soit les ressources ne sont pas... Mais est-ce qu'il faut attendre que la nature d'abord dicte sa loi avant d'arrêter la saignée? Mais maintenant, c'est pour ça qu'on parle de la transition, mais nous devons réfléchir et anticiper. Surtout faire de l'anticipation, parce qu'ailleurs, ils ont eu des projets. Les projets qu'ils ont exposés, c'est dans l'idée des transitions. Quand vous allez au niveau de leur stand, c'est qu'ils savaient ce qu'ils veulent faire et ils ont posé des trucs. Je l'ai vu au niveau de la zone verte où ils ont exposé des projets vraiment qui montrent qu'ils peuvent quitter l'énergie fossile pour l'énergie plus verte. Je pense que c'est des gens qui sont eux-mêmes en train de réfléchir et on est parti me montrer des centrales où on est en train de produire de l'énergie solaire, à partir de l'extérieur de produire de l'électricité. Et le jeune chauffeur qui était avec moi m'a dit en 1999, tout ici, il n'y avait pas d'arbres. Mais aujourd'hui, ils ont amené des plantes adaptées au désert. Et puis en même temps, ils arrosent à partir de la mer. De la mer, oui. Nous, on a la mer à côté. On ne sait pas encore comment l'utiliser. Quelques gouttes d'eau, ça serait salé. Maintenant, eux, ils ont trouvé cette technique. Ça veut dire que il faut tricher ce qui réussit ailleurs et qu'on commence pas à anticiper. Passer à l'énergie, se passer de l'énergie fossile, c'est possible à condition que nous puissions mettre dans la tête pour dire ça, on est en train de résoudre un problème, mais il faut qu'on trouve la solution. Oui, il y a aussi quand même une autre retombée que je dirais plus ou moins positive, c'est bien sûr par rapport à l'opérationnalisation du fonds perte et préjudice, enfin perte et dommages si vous voulez. Là, à cette COP, c'est dit, et même des États ont déjà même mis la main à la poche pour sortir de l'argent, même si la cagnotte n'est pas encore ce qu'on aurait souhaité, M. Diondou. Depuis Copenhague, on parlait de 100 milliards de dollars par an sur 2030, qu'on n'a jamais eu. Pas du tout. Maintenant, les pertes et préjudices, comme c'est les Émirats arabes unis qui accueillent cette COP, le président de la COP s'est vite avancé pour annoncer 100 millions de dollars. Ça a été suivi par 220 de l'Union européenne, etc. À la sortie de Dubaï, on était environ autour de 790 millions. Tout à fait. 790 millions. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, après la rencontre des chefs d'État de Kenya, a actualisé les demandes des pays en des pays en développement. Et il nous faut entre 1500 et 3000 milliards. Alors que là, on est à 700 millions. On n'est même pas ça dit, on est très loin. Donc, on est revenu encore sur le même problème de financement. Et là encore, tenez-vous bien, ce n'est pas contraignant, pas de calendrier, c'est qui veut qui donne. Donc ça veut dire qu'on ne va pas bouger. Je l'ai dit. Je comprends, mais ce qui fait rire, c'est la contribution des États-Unis qui disent nous on donne 17,5 milliards. Mais je dis mais attends. Millions. Pardon, millions. Je dis mais attends, c'est quoi ce montant? 17,5 millions. Oui. Non, vous savez. C'est juste pour dire qu'ils se moquent. Et on ne l'aurait pas eu si la présidence de la COP n'avait pas bousculé les lignes pour dire vous êtes venu. Il a fait le tour des chefs d'État pour dire c'est la COP des Émirats. On ne voudrait pas avoir ce qu'on a eu en Égypte. On veut sortir de Dubaï avec l'accord sur les pertes et préjudices. Et ils disent que ça va être encore logé à la Banque mondiale. Heureusement qu'on a pu dire non. Qu'on a pu dire non, on voudrait. Quand je dis on, c'est les pays en voie de développement et les pays insulaires. Que ce soit un board, un fonds qui s'autofinance, qui est géré, et non qui est soumis au dictat des États-Unis et des grandes puissances encore. Et là encore, les 700 et quelques millions qu'on a là, la majorité c'est des prêts. La grande majorité c'est des prêts, c'est pas des dons. Ça veut dire que c'est du leurre. Ça voudrait dire qu'on sera toujours en train de tourner autour de la même problématique de financement de l'adaptation dans nos pays. Et c'est ça qui est vraiment dramatique parce qu'on ne bouge pas. Puisque on n'a aucun moyen, à part se fâcher,
dit on ne participe plus à vos simagrées, on n'a aucun moyen de les forcer à sortir l'argent de leur poche. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas de moyen de les forcer à sortir l'argent de leur poche. Est-ce qu'on ne pourrait pas les dire, ok, si vous détruisez vous tout là-bas, nous aussi on est prêt à détruire, et là on sait que le monde va s'écrouler sur tout le monde. Parce qu'ils se disent qu'au moins ils savent que chez nous en Afrique, il y a encore de la végétation, de la biodiversité. Et quelque part, ça permet d'avoir cet équilibre qu'on veut pour l'humanité. Alors si tout le monde dit, ok, maintenant tous on est prêt à détruire, et puis voilà, parce que là, tous on va partir, il n'y a pas de souci. Vous savez ce que disait Apollinaire tout à l'heure. Ouais. La nature vous rend toujours ce que vous lui donnez. Copernic a dit que 2023 est déclarée année la plus chaude depuis les relevés. Ouais. Vous avez vu les inondations qu'ils ont eues. Tout à fait. D'abord, ils ont eu les feux de forêt, Oui. ensuite les inondations. Maintenant, ils ne sont plus sceptiques. Ils savent que ça existe. C'est pourquoi ils commencent par réfléchir pour dire oui, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Et faire quelque chose, ils n'ont pas le choix, c'est de conserver là où ça reste. C'est pourquoi on parlait de notre modèle de développement à nous. Comme vous le dites, est-ce qu'on accepte tout détruire? Ouais. Et faire comme eux, c'est possible, hein? Et là, tout s'effondre, Ouais. le monde s'effondre, tout s'effondre. Et tout le monde va partir. Et tout le monde, mais est-ce là la solution? Ben, enfin, Donc, c'est peut-être un peu radical ce qu'il dit, mais... C'est de faire un peu le chantage dont vous parlez et de dire, d'accord, si vous voulez, on va bien parler aussi de l'article 6.4, le marché carbone. Carbone, oui. C'est ça. Où vous acceptez et vous donnez l'argent. Pour qu'on préserve ce que nous avons. Nous, on préserve parce que nous aussi, on a besoin de cette électricité. Pour nous développer. Et on a besoin des champs de panneaux solaires et des champs photovoltaïques pour nous donner cette électricité. Ouais. On a besoin de promouvoir notre agriculture. On a besoin de l'irrigation. On a besoin de désaliniser et l'eau de mer. Ouais. On a besoin de mettre nos populations aussi à l'abri des inondations. Et tout ça, c'est de l'argent. Soit vous acceptez donner cet argent et on apprête nos populations et on n'est pas au même niveau que vous, mais au point, nos populations sont tout au moins à l'abri. Ou bon, nous aussi on exploite le pétrole qui est là, mais ça c'est pas la meilleure des solutions. Ou nous aussi on exploite le pétrole qui est là, ouais. On exploite à foison le charbon. Les populations ont besoin d'énergie, on les laisse couper les arbres, etc., etc. Donc, ça pourrait devenir un marché de dupes où on tire un peu, on fait un peu de concessions, mais là n'est pas la meilleure des solutions. Il faudrait qu'on arrive à s'entendre. Et comme on l'a dit, ouais. 2030, c'est là. Ouais. Quoi qu'on fasse, on va en parler tout à l'heure, sur le bilan global. Oui. Quoi qu'on fasse, on n'y est pas encore. Et si on ne s'entend pas pour changer de direction maintenant, excusez-moi le thème, c'est qu'on est foutu. Monsieur Pedro. Ouais. Non, je crois que c'est suffisamment clair. Hein, et je serais un peu modeste hein, que de COP en COP, les lignes ont un peu bougé. Et vous savez, si on prend au thème donc, de bilan au niveau de l'agriculture, c'est l'article 14. Ce n'était pas du tout leur problème. Ben aujourd'hui, ils ont bougé les lignes à ce niveau. Ils ont pris en compte l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle et mettre l'accent sur maintenant l'agriculture écologique. Et même, ils sont allés jusqu'à, même si c'est une promesse, promettre 3 milliards pour la FAO. Donc c'est des résultats. Et ceci n'est pas sans le combat donc, de la société civile. Nous avons mis la pression sur eux. Lorsque je prends, on leur a démontré, par exemple, j'ai démontré mon pays, le Bénin, est en avance sur même ces questions-là. Si vous prenez notre coton, ils vont dire que nous sommes en coton conventionnel. Ouais. Mais à côté, depuis 4 ans, le gouvernement béninois a dit, bon, non, nous n'allons pas faire que le coton conventionnel, puisqu'il est en train donc, de détruire, et tout ça contribue aux dégâts donc, du changement climatique. C'est là que le projet TASCO est né, et qui maintenant met l'accent sur le coton écologique. Ça, c'est du concret au Bénin. Et donc, si chaque pays peut faire ça là,
Ça, c'est déjà... Ça va réduire les émissions. Ça va réduire les choses. Et l'autre chose, lorsque vous prenez la loi ZAN chez nous, la loi d'orientation agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais déjà le législateur a fait l'obligation à l'État pour dire il faut inscrire ça dans la loi. Et donc, à l'article 24, 25, 26 et 27, ça est calé là. Okay. Que nous devons aller à l'agriculture écologique. Donc, les fondamentaux sont mis là. Et donc, nous avons dit aux négociateurs de tenir bon sur ça. C'est tout ça là qui a fait fléchir, n'est-ce pas, et la position des donateurs. Bon, il faut comprendre, hein, les autres, ils ont cessé de polluer. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce que vous avez dit. Et que, comme ils ont pollué là-bas, nous aussi, on va polluer au même titre. Donc, c'est juste... non, je sais. Mais je voulais... Sinon, mais ceux qui nous suivent, ils vont mal interpréter votre idée. Aujourd'hui... Mais je ne vous coupe pas, mais je me rappelle à une COP, la Chine l'a dit aux États-Unis. La Chine a dit, OK, vous demandez aujourd'hui qu'on arrête les émissions, l'utilisation des fossiles. OK, d'accord, c'est pas grave. Oui, c'est à Glasgow. C'est à Glasgow. Ce qu'on va faire, vous attendez, nous aussi, on va atteindre votre niveau de développement. Bien sûr. Et puis maintenant, tout le monde va laisser. Tout le monde va laisser après. Mais non, nous, c'est un piège. C'est-à-dire que, moi, je ne suis pas pessimiste. D'ici 10 à 15 ans, voire 30 ans au maximum, ce sera le mouvement inversé. Les gens vont fuir l'Europe pour venir s'installer en Afrique. Non, c'est clair. Ben, s'ils vont fuir là-bas pour venir ici, mais il faut que nous, on va leur dire maintenant, il faut d'abord qu'on protège ce qui est là. Oui, c'est ça ce que je dis. Et pour protéger, il faut des moyens. Voilà. Et que nous, Africains, nous devons anticiper. Le représentant des autochtones l'a dit tout à l'heure, que nous devons avoir une forte capacité d'anticipation, de résilience. Nous avons déjà défini les fondamentaux. Allons-y sur ça. Nos aïeux ont protégé nos terres comment? Par l'agriculture écologique et biologique. Tout à fait. Et c'est ça que nous avons servi jusqu'à présent. Mais pourquoi nous, on se refuse d'aller là? On trouve que tout ce que le blanc amène, c'est bon. Nous aussi, on doit réfléchir pour contourner ça, pour leur dicter ça. Vous voyez, regardez Burkina, qui est payé en guerre et tout, mais ils ont commencé par réfléchir autrement. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est pour ne donner que cet exemple. Okay. Et donc, ça veut dire qu'au Bénin également, je vous ai dit ce que nous aussi, les avancées que nous avons fait, mais c'est insuffisant. Et il faut aller plus loin. Et comme ça, et ce qui est bon, il faut capitaliser les bonnes pratiques là-bas. Et pour venir implanter ça chez nous. Ça, je suis formel là-dessus. Et c'est ça depuis le 2 décembre 2011, lorsque nous avons quitté l'efficacité de l'aide pour aller à l'efficacité donc de développement, nous avons dit il faut capitaliser les bonnes pratiques. Et là-dessus, il faut donner la voix à tout le monde. C'est-à-dire à la société civile, et le dialogue doit être horizontal. C'est ça qui nous a permis de bouger les fondamentaux. Moi, je remercie au passage l'État béninois. C'est l'État béninois qui m'a pris en charge pour mon voyage. Et ça, je dois œuvrer pour bouger les lignes là-bas pour le compte de mon pays. Tout à l'heure, on va parler des retombées pour notre pays par rapport à surtout l'agriculture. Alors, je reviens d'abord à vous, M. Oussoulio. Vous qui représentez les peuples autochtones, c'est d'abord ces peuples-là qui sont les plus gros perdants de cette situation de changement climatique. Quels sont les points que vous avez pu défendre là-bas? Quelles sont les avancées, mais quelles sont les retombées que vous avez eues? D'abord pour la société civile béninoise et aussi pour les peuples autochtones du Bénin. Parce qu'il y en a aussi au Bénin, les peuples autochtones. Absolument. Il y en a au Bénin. Il est autochtone. Voilà. En fait, en réalité, je pense que pour revenir un peu, s'il y a des riches mal éduqués, quand ils vous piétinent, ils ne savent pas que vous avez mal. C'est ça. Et quand vous n'avez pas des gens proches, des pauvres comme vous, qui peuvent donner, parce que moi, je suis sûr, un jour, on aura des réfugiés climatiques. Mais il y en a déjà, justement. Mais nous-mêmes, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, quel jouillard on ne détruit pas une forêt sacrée pensant qu'il y a des diables dedans. C'est ça. Et nous, notre rencontre, moi, je suis resté avec les Wisdom Keepers, qui sont des peuples autochtones du Brésil, de l'Inde, des États-Unis, qui reconnaissent la valeur de l'Afrique. Les gens qui étaient avec moi avaient de respect pour qui je suis, compte tenu de d'où je viens.
Mais déjà, on a enregistré dans le disque dur de certaines personnes, quand on dit le Bénin, on parle de vaudou, on parle de sorcellerie, on dit on tue beaucoup d'animaux. Et dit, quand on a Tabaski, qu'est-ce qu'on tue? Pour Noël tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons tué? Donc, laissez la religion, la spiritualité chez nous est d'abord écologique. Ouais. Donc, ce qu'on a pu faire passer là-bas, c'est qu'au moins, les peuples autochtones qu'on est en train de tuer aujourd'hui, que ce soit au Brésil, que ce soit ailleurs, même dans les forêts de cette... Il y a même des gens qui meurent silencieusement parce qu'on vient, on détruit leur forêt, ils n'ont plus de relation avec leur terre, ou bien ils vendent, ils vont se remettre quelque part où ils ne peuvent pas être. C'est aujourd'hui qu'on puisse déjà renforcer la capacité de ces peuples. Et quand on dit qu'il y a financement, que les structures qui sont chargées, qui sont plus proches, je sais que ce soit les organisations de la société civile au Bénin, à travers le projet PISAB, à la suite du projet PISAB avec l'appui de PNUD, ont eu beaucoup de proximité avec des communautés pour protéger leurs forêts. Mais ces avancées qu'on a eues au Bénin, on a montré ça pour dire, le Bénin à un moment a dit, les forêts sacrées doivent être intégrées dans les aires protégées. Tout à fait. Et aujourd'hui, on doit travailler pour, nous on a dit aux gens, et les collègues doivent venir bientôt pour voir le peu que nous avons. Mais en même temps, moi je le dis, le hic, c'est que la loi n'a pas servi à totalement protéger les forêts. Parce qu'il faut mettre le policier à l'intérieur de chaque individu. Et c'est ce que la tradition a fait. On sait que quand on rentre dedans, on fait. Mais aujourd'hui, on veut désacraliser tout. On pense que c'est diable. Quand c'est diable, nous tous, on va périr dedans. Mais aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir, à la COP, on a dit, les peuples autochtones, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, on va au niveau de chaque communauté pour présenter aux gens la situation et se soutenir réciproquement pour que déjà, au moment de financement, qu'on puisse se mettre ensemble pour que nous puissions... Parce que quand vous allez en rang dispersé, les gens ont la possibilité de vous disperser aussi. Et par conséquent, ça vient en goutte pédiatrique. Et le paysan ou bien le peuple autochtone qui doit avoir les moyens pour protéger, restaurer sa terre, restaurer sa forêt, n'a que des miettes parce que lui-même n'est pas allé aux négociations et il y a toujours des niveaux, des strates où lui ne peut pas franchir. Porter la voix des peuples autochtones à deux raisons dit que nous avons des problèmes et nos problèmes ne sont pas les mêmes. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la pollution des eaux, on dit l'eau est sacrée chez nous. Ces eaux on cherche ces eaux pour aller faire des rituels pour se guérir. Mais si déjà, avec du cadmium et du plomb, l'eau est polluée, tu fais un rituel, tu es en train de tuer des gens. C'est vrai. On devait faire ce lien. On dit que nos arbres maintenant sont sacrés. Mais si l'arbre au niveau des feuilles, des plantes, parce que, qu'on le veuille ou pas, la grande majorité des populations du Bénin continuent de faire recours aux plantes médicinales. Tout à fait. Absolument. Mais si déjà ces arbres-là ont une quantité de pollution, tu guéris une maladie pour en créer d'autres. C'est maintenant qu'on puisse travailler. Puis on a vu l'expérience des autres collègues, le combat des autres collègues, que ce soit au Brésil aujourd'hui, c'est des femmes qui défendent jusqu'à perdre leur vie, leur terre et leur forêt. C'est qu'au moins on a dit, avec les négociateurs, parce que nous, à un niveau, on nous a conservé une petite portion où tous les matins, on vient même faire prier pour que COP soit au moins plus humain. Parce qu'à un niveau, on dit, quand vous quittez la zone bleue pour la zone verte, vous allez savoir que dans la zone bleue, il y a des énergies qui ne sont pas vivables, il y a trop de négativité parfois en l'air. Mais quand tu rentres dans la zone verte, tu vas voir qu'il y a plus de fraternité de l'autre côté. Donc, plus de fraternité, plus de conduit maintenant à respecter chacun. Alors que bizarrement, il y a plus de monde au niveau de la zone, mais... oui, c'est là où tout le monde marche, même le président marche. Alors, le projet Benkadi à la COP, qu'est-ce qui a été discuté? Quelles sont les retombées pour vous, vous qui êtes expert changement climatique de ce projet? Un tout petit peu avant cela, si vous permettez, je voudrais, à la suite de ce qu'a dit Apollinaire, revenir sur notre modèle de développement. Nous travaillons, par exemple, actuellement, et la forêt sacrée de Kouvizouadapé est la plus grande forêt sacrée du Bénin. C'est dans la commune de Kétou. 750 hectares. C'est la seule forêt
encore intacte forêt sacrée du Bénin. Ben, il y a des plaies à l'intérieur, on en a vu. Justement, on a fait le reportage. C'est pour dire quel est notre modèle, où est-ce que nous allons. On a pu conserver cette forêt, on a pu conserver la superficie de cette forêt. Mais quand vous entrez à l'intérieur de cette forêt, il n'y a plus rien de sacré. C'est ce que disent les... Vous savez, à Kétou, il y a les Nagos eux-mêmes et il y a les Mahis. Les Nagos disent oui. Si cette forêt-là était chez nous, vous allez voir si quelqu'un peut toucher même une seule feuille. C'est ça la sacralisation. Quel est le respect que nous avons vers nos ressources naturelles. Et chaque jour que Dieu fait, on n'a plus peur de cette forêt sacrée. Et on empiète sur la superficie de cette forêt, on y met le feu rien que pour le charbon. Et nos collègues forestiers, qu'on appelle à l'aide, ne réagissent pas. Parce que je dis pourquoi attendre que tout prenne feu avant de réagir? Est-ce qu'ils ont les moyens de... Quels moyens vous voulez? Nous avons un cantonnement juste à côté. L'effectif aussi parfois. C'est vrai que ces dernières années, on a renforcé l'effectif. Le gouvernement vient de faire un recrutement ces derniers temps-ci. Donc alors, on attend quoi pour comprendre que ça c'est... Bon, on voudrait parler du marché... Ça, marché par exemple, c'est un marché carbone. Tout à fait. Et là, puisque c'est le gouvernement qui a mis en place l'autorité de régulation des marchés carbone, peut-être que c'est le gouvernement qui va maintenant s'intéresser à cette forêt pour que cette forêt, finalement, nous permette un peu de respirer et que cela soit conservé, parce que c'est inadmissible qu'on ait ce joyau au sud et que ce soit seulement la société civile à côté de des deux cours royales qui se battent pour conserver ça, parce qu'il y a toujours des indélicats qui, eux, veulent que fabriquer du charbon et mettre le feu à la forêt. Aller vendre, ces bois. Donc, c'est primordial, puisqu'on a dit forêt sacrée, c'est dans cette forêt ils font leur cérémonie, c'est dans cette forêt que sont inhumés leurs rois, etc., etc. Il faudrait qu'on travaille tous à garder et à aider cette forêt à jouer son rôle de régulation du climat. Maintenant, qu'est-ce qu'on... Revenez à votre question, oui. En fait, vous savez, ça c'est la... Je pas sûr, il y avait aussi M. Jojo qui était là, il y avait aussi le docteur... Atidega, exactement. Non, mais pas seulement. Vous savez, Benkadi, c'est un programme entre 4 pays, le Bénin, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, on n'est pas allé en tant que Bénin, on est allé en tant que programme pour présenter les acquis de ce programme. Au Bénin, nous travaillons sur l'adaptation basée sur les écosystèmes. Qu'est-ce qu'on a pu... Puisque, vous savez, on a fait beaucoup de choses là avec l'UICN, puisque les solutions fondées sur la nature, c'est ça la réalité même de nos besoins. Pour faire juste une description, vous savez qu'actuellement, dans certaines villes de France, on est obligé d'enlever les pavés et la bitume parce qu'il fait trop chaud et qu'on a besoin que le sol puisse respirer et absorber les énergies solaires et en utiliser pour planter des arbres. Donc, c'est ça. Les solutions fondées sur la nature. On n'est pas obligé de mettre du béton partout. Du bitume partout. On doit penser à la résilience des écosystèmes en eux-mêmes. Donc, les pays avec le gouvernement des Pays-Bas qui a financé ce programme, ensemble avec l'UICN et d'autres partenaires qui pensent solutions fondées sur la nature, on a dit des solutions existent. J'ai appris qu'il y a le bitume blanc au lieu du bitume noir que nous avons aujourd'hui. De plus en plus même. Et là, ça permet c'est la promotion. Que la chaussée puisse refléter. Exactement. Dans beaucoup de villes des États-Unis maintenant, c'est ça qu'ils font. Vous voyez que c'est du blanc. Parce que là, au lieu de d'absorber et de garder les reflète, pour donner plus de chaleur ambiante, ça reflète. Donc on a dit, travaillons, puisque on a fait les preuves. Et ce n'est pas nous seuls. Le monde fait face maintenant à des réalités qui les amènent à voir quelles sont les réponses de la nature, les solutions fondées sur la nature et l'adaptation basée sur les écosystèmes. Quels sont les appuis
qu'on peut apporter aux producteurs pour que, qu'on le veuille ou pas, même si nous arrêtons les émissions maintenant, pendant au moins 100 ans, nous allons subir les effets des changements climatiques. Ouais. Pendant ce siècle, que font nos communautés? Donc, trouver les semences à cycle court, trouver des techniques améliorées d'irrigation au moment où nous avons des poches de sécheresse qui ne donnent même plus d'eau pour irriguer, parce que si vous allez dans la vallée, par exemple, les communautés ont juste à aller à la rivière, prendre l'eau et venir arroser. Mais il arrive des moments où ils n'ont même plus cette eau-là, parce que à cause de l'érosion et la distance entre leur champ et la berge est tellement compliquée que ces populations ont de plus en plus de difficultés à maintenir leur champ. C'est ça les effets directs des changements climatiques sur nos populations. Donc on a dit les solutions fondées sur la nature, l'adaptation basée sur les écosystèmes, c'est viable et c'est moins coûteux que d'utiliser des méthodes conventionnelles. Donc pensons à l'adaptation basée sur les écosystèmes et comment est-ce que nous pourrions travailler avec le gouvernement, parce que là, c'est le dialogue. Et le programme même, c'est le dialogue pour voir comment est-ce que nous allons promouvoir. Et le Bénin a choisi l'adaptation basée sur les écosystèmes, en ce qui concerne les ressources en eau et l'agriculture. Aider les communautés à vraiment comprendre les besoins d'adaptation sur les cycles courts et aussi au niveau de nos pêcheurs sur nos côtes, parce que de plus en plus, et ça, qu'on le veuille ou pas, ça va continuer. Les inondations continuent. Vous prenez tout Cotonou, vous voyez, ça s'accentue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de commencer par construire un dur, comme on a l'habitude de le faire, on a fait la démonstration qu'on peut faire comme les natifs même de Gambier, essayer de construire l'habitat traditionnel et s'adapter à tout ce qui vient comme inondation. Donc, c'est cet échange qu'on a eu et ça a été très bien apprécié par l'UCN seulement, mais par d'autres pays qui ont participé, qui ont dit que ce n'est pas à l'adaptation basée sur les écosystèmes dont on parle, ce n'est pas que du verbe, ce n'est pas un nouveau concept, mais c'est une pratique et surtout à moindre coût. Ouais, agriculture, c'est vrai que là aussi, on a dit que c'est le secteur au Bénin qui émet beaucoup plus de gaz à effet de serre. Est-ce qu'à cette COP, vous avez senti qu'il y a la volonté de réduire ces émissions et surtout, est-ce que le Bénin a pu gagner beaucoup de choses par rapport à sa participation, M. Pedro? Bien sûr, je vous ai donné l'exemple de notre politique agricole tout à l'heure. Ouais. C'est ça que nous avons vendu et ça a accroché beaucoup de pays. Et par rapport à ce qui est annoncé au niveau donc de la FAO, et nous savons que si c'est une compétition pour ce fonds, je crois que le Bénin fera partie donc des premiers à bénéficier. Parce que sur le plan institutionnel, nous avons tout réglé. Nous avons mis les fondamentaux sur le plan institutionnel et sur le plan juridique. Or, c'est deux piliers fondamentaux pour aller de l'autre côté. Je vais revenir un peu sur ce que Djondo disait. Et lorsqu'il mettait l'accent sur des semences à cycle court, mais c'est les semences locales. Nous mettons l'accent sur les semences écologiques. Absolument. Absolument. Et il ne faut pas faire la confusion pour croire que c'est les semences conventionnelles qui parlent. Non. Donc, je voulais mettre l'accent sur ça parce que tout ce que nous menons, nous sommes en cohérence ou bien on s'arrime avec agriculture écologique et biologique. Et donc, tous nos actes par rapport à ce projet, c'est clair que notre atterrissage, c'est là. Il faut sauvegarder nos fondamentaux. C'est extrêmement indispensable et ce n'est que là la voie donc, du développement. Et donc, le Bénin, aujourd'hui, sur le marché de la compétition, on va gagner facilement. Si on se prend tous les acquis que nous avons, il faut pérenniser ces acquis. Il faut tout faire pour que ces fondamentaux restent. C'est là que lorsque j'ai donné l'exemple de coton, et suivez mon regard,
Et donc, et pourtant, il a accepté. Le regard est suivi, M. Pétain. Voilà, et pourtant, il a accepté. Ouais. Je remercie M. Dossoui qui a mis l'accent sur la coton écologique également pour dire il faut que nous allons là. Aujourd'hui, on a pris du temps à l'accepter. Oui, mais aujourd'hui, nous avons quitté. Au départ, c'était une vingtaine de communes, mais nous sommes près de cinquantaine de communes. Donc, on est en train donc de partir. Okay. Donc, ces fondamentaux-là sont clairs. Ce que je voudrais dire, nous devons mettre l'accent sur l'énergie renouvelable, l'énergie solaire. Ça, c'est le travail du ministère du cadre de vie et du ministère de l'énergie. Ils doivent se mettre au travail par rapport aux énergies renouvelables, aux énergies solaires. Nous avons trop de soleil au Bénin. Et on est en train de crier déjà. Vous voyez? Et tout qu'il fait chaud, mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Donc, il faut que nos cadres qui sont dans ces différents compartiments puissent faire, et puis s'asseoir correctement pour faire une bonne fiche au ministre. Et cette fiche, ils vont convaincre le chef d'État avec ça et les investissements iront là. Lorsque nos airs sont protégés, l'énergie solaire, on anticipe et on commence par réfléchir fondamentalement et avec du concret. Ensuite, nos eaux et toutes les actions que l'État est en train donc d'amener contre l'inondation et autres, tout ça là, si on conjugue bien ces efforts et avoir, disons, un maillage donc de ces différentes politiques, je crois que la voie de développement est à côté. Merci beaucoup à vous. Oui, monsieur Ousoulio, c'est vrai que les peuples autochtones n'étaient pas du tout, j'allais dire, pas satisfaits, bien sûr, de ces retombées de la COP, mais néanmoins, il y a quand même de bonnes résolutions. Ou du moins, il y a quand même, j'allais dire, du succès, ou du moins du positif qui vient demain pour ces peuples autochtones. Oui, mais d'abord, moi, ce qui m'a fait plaisir, ouais. Pour mes conférences, il y a des gens qui ne connaissaient pas le Bénin. Et puis ça... Mais souvent, on indique par rapport au Nigeria. Voilà, maintenant je dis between Nigeria and the Togo. Voilà. Et maintenant j'ai dit aussi, ouais. Pendant ça, là, j'ai pris le temps de parler ma langue aux gens. Parce que je oui, parce que ça m'a permis de dire nous ne pouvons pas être comme les autres et nous devons être nous-mêmes parce que tout à fait. Mais j'ai vu des gens qui se sont dit peuple autochtone mais qui ont même honte de porter ce qui est à eux. Bon, moi c'est pas mon cas. Et même dans les débats, les gens disent quel est votre intérêt pour rapport au changement climatique. Et j'ai aimé une histoire du directeur général de FNEC qui dit le vent violent a fait tomber une vieille personne qui a cogné la tête contre et arrivé à l'hôpital, malgré les plateaux techniques et les spécialistes, la personne est décédée. Mais qu'est-ce qu'on attaque? On dit nos docteurs ne sont pas compétents, l'État est défaillant. On ne sait pas que c'est le changement climatique qui a causé cela. C'est pareil, nous aujourd'hui, ce qu'on a, c'est vrai que même si on n'a pas de voix, il y a des écrans pour les peuples autochtones parce qu'on pense, je dis, les peuples autochtones, ce n'est pas seulement leur habillement. C'est d'abord l'idée originale qu'ils ont à poursuivre ce que leurs ancêtres. Ce n'est pas des gens, aucune connaissance ou spiritualité extérieure ne peut pas nous avélir jusqu'à ce qu'on dit, nos parents ont fait quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, les totems et les interdits ont servi à protéger des espèces à la fois animales et végétales. Mais si, dans une nouvelle approche, on dit il n'y a rien de ça, que c'est diabolique et on détruit, on sera les premières victimes. Ouais. Nous, on a fait passer ce qui est notre interdit, ce qui est notre problème. Ce sont nos terres, nos eaux, nos forêts et aussi l'air. Parce que quand moi j'étais allé au Dubaï, je n'ai pas amené mes bouteilles d'oxygène. Et je leur ai dit, si vous polluez ici, c'est planétaire. Les baleines à bosse quittent l'Antarctique pour venir à Cotonou. Les tortues baguées à Grand-Popo se sont retrouvées en Guyane. Si vous faites mal là-bas, vous allez nous amener la pollution, mais nous-mêmes, on va vous envoyer ça. Ce que vous allez faire, ce que vous tuez là, cessez de les tuer et écoutez-nous. Nous, on a notre solution basée sur la nature, que nos parents ont compris il y a longtemps. Ici, nous tous, qu'est-ce qu'on fait? En temps, nos parents faisaient les clôtures avec des plantes liturgiques, les plantes qui soignent.
Aujourd'hui, les signes extérieurs de richesse chez nous, c'est quand il y a de béton chez nous. Et parfois, nous qui sommes partis pour négocier, quand on voit nos maisons, il n'y a même pas un pied d'arbre. Donc nous, en tant que peuple autochtone, on a dit ce que nous voulons construire. Nous, on peut dire que nous avons la brousse de la tête, Bétanou, comme on insulte, mais c'est les Bétanous qui vont sauver ceux qui se disent en ville. Absolument. Donc c'est maintenant communiqué et on a tissé de bons liens pour même déjà au cours des négociations, nos enfants, ce qu'on appelle nos enfants, avant d'aller là-bas, parce que le problème aussi, pour nous les francophones, lui, il se débrouille très bien, je n'ai pas vu le doyen, donc on n'a pas eu le temps, c'est la limite de l'anglais. Ouais. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse déjà dire, quand on va pour ces luttes-là, pour que nous puissions aller et dans les langages à peu près, parce que... Mais là, ce que vous avez dit, mais beaucoup de gens, très peu de gens ont compris ce que vous avez dit, monsieur Mouchoulio. Bon, c'est pas grave. Je suis de l'autre côté du village. Donc, nous, et pour ces COP, ça a permis de mettre en place des aînés, où on appelle les wisdom, les gens qui ont une certaine connaissance de leur ancêtre, qui se mettent ensemble aujourd'hui, et une plateforme est créée, et tous les jours, aujourd'hui à 17h, je fais une communication sur ce que Vodou n'est pas. Parce que, figure-toi, devant 700 enfants en Suisse, quand j'ai parlé d'Ab, et j'ai parlé de ce que Vodou n'est pas, des gens qui étaient même de Béninois qui ne s'affichaient pas se sont rapprochés de moi. Donc je peux revenir à la maison et dire, pourquoi pas? La peur que vous avez à l'intérieur de vous, c'est vrai qu'il y a des négatifs quelque part, mais dans quelle civilisation il n'y a pas de... Revenez, ce n'est pas... Ça ne vous attrape pas sur la route pour dire, viens rentrer dans... et vous tue. Parce qu'on dit tout ce que... Parce que qui veut tuer son chien, la crise de rage. Et je veux dire aussi, ceux qui continuent de croire à ces pratiques, eux-mêmes n'ont qu'à enlever leur ventre et la méchanceté autour. Quand on va dégager tout ça là, aujourd'hui les autres sont à la recherche d'une nouvelle spiritualité. Au moins nous on tient leur code ici et nous détruisons le peu que nous avons pour conserver nos écosystèmes. Ces forêts, ces arbres. Et aujourd'hui on ne peut pas, je suis d'accord, aujourd'hui on ne peut pas dans une ville faire dire qu'on veut faire des monocultures sur des voies. Les plantes autochtones, les plantes que nous avons, les plantes qui sont dans les forêts, nous pouvons les mettre aujourd'hui. Et en tant que peuple autochtone, ensemble, on se dit, nos réalités, on a presque les mêmes réalités. On se met ensemble maintenant pour écrire des textes ensemble. J'ai participé aussi du côté de Stop Ecocide. C'est qu'aujourd'hui, les peuples autochtones sont reliés aux autres de la société civile pour qu'on puisse reconnaître que détruire une forêt, c'est aussi crime, comme génocide, et c'est écocide, on appelle ça. Merci beaucoup. Qu'on puisse arriver à ces tests-là pour nous sauver nous-mêmes. On va boucler avec M. Diondo. Et non, vous savez... Parce que le temps est fini, j'aurais voulu qu'on parle du projet carbone, mais là... On va une autre fois, il n'y a pas de souci. C'est primordial pour nous. Et Apollinaire a mis l'accent là-dessus. Moi, je le dis toujours, quel est notre modèle de développement? Est-ce que nous voulons atteindre le même niveau de destruction que, et maintenant de recommencer à dire on va s'adapter, ou nous tirons leçon de ce qu'ils ont fait, de leurs erreurs, et de commencer à bien se comporter? Qu'est-ce que j'entends par là? Il a dit, et ça c'est vrai, le Béninois ne plante pas d'arbres chez lui. C'est dommage. Dans le passé, on disait que, permettez-moi de le dire en fond, puisque c'est pas ma langue, mais de le dire en fond, puisque c'est puisque c'est en fond, je l'entends. Vous savez, les fonds le disent bien. Et ils se sont cachés derrière, ils se sont abrités derrière cet argument fallacieux pour ne pas avoir d'arbres chez eux. Et maintenant, on dit qu'on a chaud. Quand si extérieur de richesse, on doit avoir 1, 2, 3, que du béton. Alors que tu as de l'espace pour mettre des arbres qui vont te rafraîchir. Quel est notre modèle de développement? Faisons attention à nous. Ne faisons pas les mêmes erreurs que ceux-là à qui on demande maintenant de l'argent pour réparer les dommages qu'ils ont causés à l'environnement, pour qu'ils nous disent demain, mais vous aussi, vous le faites. Non, nous pouvons, nous,
comme nos grands-parents et nos parents l'ont fait, nous baser sur la nature et mieux se développer et vivre mieux qu'eux. Merci beaucoup à vous, monsieur Maxime Diondou. Je rappelle que vous êtes expert changement climatique du projet Benkadi. En face de vous, NS Komlan Pedro, secrétaire permanent de la PACIB. Monsieur Apollinaire Oussoulio, merci bien sûr, président du conseil d'administration de Gabon-Niger, aussi représentant des peuples autochtones à cette COP28. Merci beaucoup à vous. J'aurais voulu qu'on reste encore un peu longtemps, mais le temps est fini. Merci pour votre participation. Merci beaucoup au projet Benkadi. Ce sera tout pour cette émission Le Portail de l'Environnement. Bonsoir chez vous et à la prochaine.